Nous devons stopper la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut ces jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. Je travaille en moyenne 70 heures par semaine et nous sommes au moins une cinquantaine, voire une centaine à faire ce genre d'horaire chez Epic Games. CSGO, le jeu est gangréné par la triche, jusque dans les sphères pro et sur la scène e-sport. Certains jeux historiques ne seraient-ils pas de grosses machines propagandistes? Quand ils tentent de parler de religion, est-ce qu'on ne risque pas une troisième guerre mondiale? Il est trop facile aujourd'hui pour la jeunesse perturbée de s'entourer d'une culture qui célèbre la violence. Le jeu vidéo est un art. Et comme tout art à l'époque actuelle, il touche une part de plus en plus large de la population, devenant ainsi un média de masse. En effet, aujourd'hui, le nombre de joueurs dans le monde se compte en milliards. Rien qu'en France, selon des chiffres de 2020 du SELL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le secteur a généré plus de 5,3 milliards de chiffres d'affaires, faisant ainsi des jeux vidéo l'industrie culturelle la plus lucrative dans l'Hexagone. Et évidemment, avec une telle popularité, des polémiques arrivent inévitablement. Mais celles-ci soulèvent des questions d'ordre moral qui sont intéressantes, car elles permettent d'ouvrir le débat sur la légitimité de certaines pratiques et certains aspects du jeu vidéo. Et justement, je vous propose de vous en parler aujourd'hui en évoquant ces scandales qui ont failli tuer le jeu vidéo. The first time we started to see a lot of speculation about violent video games and violent crime was the shooting at Columbine High School in Littleton, Colorado. Because those youth in the number of journals and videos that they created, they did mention video games. Les jeux vidéo rendent-ils violents? Voilà un débat qui fait rage depuis de nombreuses années déjà dans l'ensemble des pays du monde, y compris en France. Depuis les années 1970, grand public, médias, politiques et scientifiques se sont penchés sur la question de manière plus ou moins objective. Et cela d'autant plus lorsqu'un nouveau jeu vidéo plus violent que la moyenne débarque sur le marché. La polémique n'est à ce moment-là jamais très loin. Déjà en 1978, la sortie au Japon puis la diffusion dans le monde entier du jeu d'arcade Space Invaders, véritable succès commercial faisant entrer l'industrie dans une autre dimension, va s'attirer aussi bien les louanges des premiers gamers que les critiques des réfractaires. On voit dans ces divertissements numériques qui pullulent dans les salles d'arcade, puis dans les foyers avec les consoles de salon comme l'Atari 2600, un abrutissement de la jeunesse. Mais c'est vraiment durant les années 1990 qu'on va commencer à établir un lien, si factice soit-il, entre jeux vidéo et incitation à la violence. D'un côté, l'industrie fait un bond considérable en termes de graphisme, représentant donc beaucoup plus fidèlement qu'avant des scènes de violence dont le joueur devient acteur, immersion oblige. Doom, Quake ou encore Wolfenstein 3D font polémique quelques jours après leur sortie, car on estime qu'ils multiplient les éléments de gameplay choquants, sans autre but que celui du pur divertissement. Dans un autre registre, GTA premier du nom, qui paraît en 1997, est jugé immoral car il incite, selon la critique, à des outrages envers les policiers, le joueur étant encouragé à les écraser avec sa voiture. On peut également évoquer le cas de Mortal Kombat qui fut carrément banni dans certains pays en raison de mises à mort très réaliste pour l'époque. Mais ce qui va principalement ternir la réputation déjà négative des jeux vidéo dans ces années-là, c'est un événement tristement célèbre de l'histoire américaine. Nous sommes le 20 avril 1999 dans le lycée de Columbine, une petite ville du Colorado. Deux anciens élèves, Eric Harris et Dylan Klebold, font irruption dans l'établissement armés de fusils d'assaut. À 11h19, ils ouvrent le feu avec l'intention d'éliminer un maximum d'étudiants avant de se donner la mort moins d'une heure plus tard. Le bilan est terrifiant. 13 morts, 24 blessés, l'une des tueries en milieu scolaire les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. L'événement a eu des répercussions importantes dans le pays, ouvrant de nombreux débats sur la prolifération des armes à feu, le harcèlement scolaire, mais aussi et surtout les jeux vidéo. En effet, les deux meurtriers étaient fans de Doom. Eric Harris avait même créé un site internet dédié à la création de niveaux pour le jeu, dans lequel il partageait aussi et surtout des menaces de mort et autres contenus dérangeants. Par la suite, plusieurs plaintes ont été déposées contre certains éditeurs de jeux vidéo violents, et il semble que le média se traîne depuis une réputation de rendre violente la jeunesse. Call of Duty, Hotline Miami, GTA V, le débat fait encore rage aujourd'hui. Alors, qu'en dit la science ? Eh bien, les études sérieuses ont montré qu'il n'y avait tout simplement aucun lien de causalité directe entre le nombre d'heures passées à jouer à un jeu vidéo violent et le taux d'agressivité du joueur. Tout ce que ces rapports ont plus ou moins réussi à prouver, c'est qu'une certaine frustration peut être induite par ces derniers dans les 20 minutes suivant une partie, mais il ne s'agit que d'une irritabilité faible et temporaire.
En fait, c'est bien plus le côté compétitif et donc rageant qui entraîne cette agressivité que le fait que le jeu vidéo soit brutal. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des recherches scientifiques très fiables et on n'a jamais pu prouver de lien de causalité. Souvent, les stratégies de défense utilisent l'addiction aux jeux vidéo pour minimiser la responsabilité, comme si c'était à cause du virtuel qu'il y avait eu un passage à l'acte. Attention néanmoins à ne pas aller trop vite en besogne. Certains titres, qui présentent une violence explicite, ne sont pas acceptables pour autant, et alors que cette violence cache une idéologie immorale, comme la glorification des violences faites aux femmes. Un exemple récent vient souligner cette vision, le jeu vidéo No Mercy, véritable simulateur de viol retiré de Steam il y a quelques jours. Mais cela reste une minorité de jeux, fort heureusement. Toujours est-il que, dans la majorité des cas, si les pays pointent du doigt la violence des jeux vidéo comme cause des maux de la société, c'est souvent pour oublier les véritables éléments déclencheurs, comme la prolifération des armes aux États-Unis, par exemple. Les 3 années passées au sein de l'équipe Bondi, il a travaillé en moyenne 60 heures par semaine pour atteindre chaque étape de développement et que sur certains mois, sa charge de travail, accrochez-vous bien, passait de 80 à 110 heures la semaine. Savez-vous ce qu'est un crunch ? Dans l'industrie du jeu vidéo, il s'agit d'une période où les chefs de projet d'une entreprise, soumis à une deadline, vont exercer une pression phénoménale sur les développeurs pour qu'un titre soit sorti dans les temps. Cela amène à augmenter considérablement la charge de travail des artistes, aboutissant parfois à des journées de 15 heures, et ce, toute la semaine, en comptant même les week-ends. Bien sûr, c'est extrêmement néfaste pour la santé physique, mais surtout mentale des employés, les amenant dans un état de stress et de stimulation permanente où le burn-out n'est jamais très loin. C'est en soi une pratique qui existe depuis des années malheureusement et qui touche énormément de titres à succès dont vous avez tous entendu parler. Que dire à titre d'exemple de Rockstar et de sa poule aux œufs d'or Red Dead Redemption 2. Le second opus de la série cache en effet un secret assez sombre concernant son développement. Dans un article publié sur le site Vulture, un développeur, Dan Hauser, déclare haut et fort que les employés ont fait des semaines de 100 heures pour terminer le jeu à temps. Bien sûr, les chefs de projet jouent sur la passion des salariés pour leur mettre la pression, ce qui leur permet qui plus est de se défaire de toute responsabilité vis-à-vis des crunchs. Maintenant, une question nous vient à l'esprit. Jusqu'où cette pratique peut aller? À quel point les studios de développement sont-ils prêts à sacrifier le bien-être de leurs employés au profit d'un jeu fini dans les temps? Eh bien, laissez-moi vous parler de L.A. Noire. Sorti en 2011, développé par le studio australien Team Bondi, à qui Rockstar Games a acheté le projet durant sa réalisation, il s'agit d'un jeu policier extrêmement ambitieux pour son époque. Nous sommes plongés dans la peau d'un enquêteur dans un Los Angeles des années 40, parfaitement retranscrit. Le titre a été un immense succès tant critique que commercial, avec pas moins de 5 millions de copies écoulées. Mais le problème est ailleurs. En effet, L.A. Noire était initialement annoncé pour l'année 2004 et a été repoussé à de nombreuses reprises jusqu'à voir le jour plus de 7 ans plus tard. Un développement hasardeux qui a motivé certains journalistes vidéoludiques, notamment le magazine IGN, à enquêter sur cette zone d'ombre. Et ce qu'ils ont trouvé est assez choquant. Parmi les employés interviewés, l'un d'eux explique qu'ils étaient à l'origine 5 sur le projet, dans une ambiance de travail difficile mais relativement correcte. Néanmoins, l'ambition démesurée du chef de projet Brendan McNamara l'a amené à faire des demandes irréalisables à ses employés, le tout dans des délais intenables. En parallèle, il augmentait sans cesse les effectifs de l'entreprise, passant à 30 en 2007, puis 100 l'année suivante, sans une gestion adaptée qui aurait convenu à ces aménagements. Résultat, une production chaotique, sans structure et plan clair. Et lorsqu'un développeur osait critiquer les méthodes du patron, celui-ci devenait très agressif verbalement et aurait même menacé physiquement plusieurs de ses subalternes. Cette situation s'est d'autant plus dégradée lorsque l'éditeur a mis la pression pour que le délai soit respecté, enclenchant alors plusieurs crunchs violents qui ont duré des mois pour certains. Selon le témoignage d'un employé toujours, il raconte que sa charge de travail était en moyenne de 60 heures par semaine jusqu'à 110 heures en période de crunch. Oui, 110 heures, 16 heures par jour à ne manger pratiquement rien et à se gargariser de boissons énergisantes, le tout en dormant sur son lieu de travail pour maximiser la productivité. Il finit par donner cette information lunaire, aucune des heures supplémentaires n'a été payée, ni ne serait-ce que récompensée. Alors Brendan McNamara s'en défendra en expliquant que c'est la norme dans l'industrie et surtout que lui-même ne se ménage pas, avouant ne pas avoir la notion du temps tellement il était passionné par le projet. Mais encore une fois, cela peut être bénéfique de s'imposer un tel rythme si l'on veut accoucher d'un jeu aussi bon que L.A. Noire, mais encore faut-il qu'il s'agisse de notre décision et non d'une contrainte insurmontable mise en place par l'entreprise. Et c'est quelque chose qui perdure dans l'industrie, qui perdure dans les écoles de jeux vidéo. C'est voilà, si vous voulez créer les meilleurs jeux,
pourquoi est-ce que vous dormiriez la nuit? Si vous dormez la nuit, c'est que vous voulez peut-être pas créer les meilleurs jeux possibles. Et c'est finalement ça, cette culture du crunch. Par la suite, le studio de la team Bondy fermera ses portes avec le départ de Rockstar qui avait édité LA Noire. Mais pour finir sur une note plus positive, on peut dire que des polémiques comme celle de LA Noire et surtout des enquêtes de journaux extérieurs comme IGN ont permis de faire bouger les choses, avec notamment la création du syndicat des travailleurs du jeu vidéo en France. Ban un joueur pro, c'est jamais vu. C'est du jamais vu. Simon se défendra. Et alors là, très marrant comme défense, qu'il n'est pas le seul à tricher, affirmant que 40% de la scène professionnelle utilise des cheats. La triche dans les jeux vidéo est très certainement aussi ancienne que le jeu vidéo lui-même. Pendant longtemps, les générations antérieures à la nôtre usaient des fameux codes de triche. Il s'agissait de commandes qui avaient été laissées le plus souvent par erreur dans le code source d'un jeu solo et qui, une fois découvertes par un joueur, lui donnaient accès à des avantages considérables. Vous connaissez peut-être le fameux Konami Code, qui est sans doute l'exemple le plus parlant. En tout cas, cette pratique du cheat dans le jeu vidéo n'a pas vraiment de conséquences négatives sur l'industrie. Au pire, elle enlève au joueur son mérite, mais en soi, ça ne regarde que lui. Là où la triche devient véritablement problématique, et fait donc scandale, c'est lorsqu'elle s'invite dans les parties en ligne, et encore plus lorsqu'elle s'invite dans l'e-sport. L'e-sport, c'est la pratique régulière d'un jeu vidéo multijoueur dans le cadre de compétition. C'est une discipline qui s'est énormément développée ces 10 dernières années, de dotant d'équipes, de supporters, de sponsors et de prix intéressants en cash prize, jusqu'à être considéré comme un sport à part entière. Et à partir de ce moment-là, on ne peut que condamner la pratique de la triche dans ces compétitions. En effet, les enjeux sont bien plus grands. On parle parfois de millions de supporters qui viennent encourager leur équipe depuis les plateformes de streaming ou qui viennent carrément les soutenir en présentiel durant les grands tournois e-sport. Imaginez ainsi leur déception s'ils apprenaient que les vainqueurs avaient en réalité outrepassé les règles. Ce serait tout simplement un scandale, au même titre que dans le foot ou que dans le basket. Et pourtant, comme partout, cela n'empêche pas certains de prendre le risque de tricher et donc de ruiner la crédibilité de certains tournois, freinant le développement d'une pratique encore récente. Les jeux les plus populaires du secteur sont touchés depuis de nombreuses années. Qu'il s'agisse de League of Legends, Valorant ou bien Rocket League, les joueurs multiplient les cheatbots, ces logiciels pirates pouvant être installés illégalement sur un jeu afin d'offrir des avantages. Mais s'il y en a bien un qui est gangréné par la triche depuis de nombreuses années, c'est bien le plus populaire d'entre eux, CSGO. Ce FPS multijoueur ayant l'une des communautés les plus actives de l'e-sport, on retrouve inévitablement dans le lot des personnes mal intentionnées, dont certaines ont bien failli ternir la réputation de la licence. C'est le cas en 2014 lors de l'irruption du plus gros scandale de Counter-Strike. Nous sommes à quelques mois du Major DreamHack Winter, la compétition annuelle la plus prestigieuse sur CSGO. C'est alors que le logiciel anti-triche du comité qui organise le tournoi bannit un joueur célèbre, SMN, Simon Beck, pour 1 an. Tout le monde est sidéré, c'est la première fois qu'un compétiteur professionnel est expulsé ainsi du jeu. Les gens n'en croient pas leurs yeux car ils ont du mal à imaginer que la triche s'invite jusque dans la scène professionnelle. S'ils savaient la suite des événements, le lendemain du ban, 2 autres joueurs, 2 Français qui plus est, sont à leur tour interdits de jouer, mettant le feu aux poudres. D'autant plus que l'une des personnes bannies, Oviktov Massian, va balancer le nom d'un programmeur qui aurait fourni le logiciel de triche à tous les joueurs, Supex0. Ce dernier, interviewé par un journaliste spécialisé, affirme non seulement que ses clients sont prêts à payer très cher pour un tel produit, mais surtout que Valve n'a aucun contrôle sur la situation. Des dizaines de joueurs pros utilisent son logiciel à l'heure actuelle selon ses dires. Mais alors, en quoi consiste la triche? Des viseurs automatiques, des wall hacks qui permettent de voir les ennemis à travers les murs, ou encore des radars qui s'affolent dès qu'un ennemi entre dans la pièce. Alors évidemment, l'enjeu est de contrer toute tentative de tricher lors du championnat du monde de la DreamHack à venir. Mais ça n'a pas payé puisqu'un bug a tout de même été exploité de manière non autorisée par l'équipe Fnatic, celle-ci ayant fini par être bannie de la compétition sous la pression de LDLC, la team française de l'époque. Ce qui est cool dans la compétition, c'est de prouver que t'es le meilleur. C'est en mode, on est à armes égales et je suis meilleur que toi. Sauf que là, en faisant ça, on n'est pas du tout à armes égales. Comment est-ce que toi, en ton cam de compétiteur, t'as envie de gagner de cette manière? C'est moche, c'est nul. Donc, moi, j'étais très énervé de ce côté. Ouais. Cet événement a donc eu le mérite de renforcer la lutte contre un fléau qui gangrène CSGO, mais aussi l'e-sport en général. Malheureusement, comme d'autres affaires plus récentes, telles que celle des coachs en 2018 l'ont montré, la guerre est loin d'être terminée. De fait, les liens entre les industries militaires et vidéoludiques n'ont jamais été aussi étroits. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont même un instrument incontournable pour former les troupes. Le jeu vidéo est devenu ces dernières décennies un véritable média de masse, comme nous l'avions dit précédemment, volant aujourd'hui la vedette à la littérature et surtout au cinéma pour son côté plus immersif.
Et qui dit popularité dit possibilité d'y faire transparaître des intérêts politiques. En effet, ce média donne l'occasion, étant donné les représentations qu'il véhicule, d'orienter la perception de son public pour qu'elle se conforme au message qu'il souhaite faire passer. La thèse est d'autant plus vraie si on s'intéresse à la vision de l'histoire que le jeu vidéo tend à transmettre, une vision qui est souvent orientée pour servir le roman national du pays dans lequel il a été édité. Ainsi, de nombreuses licences, souvent états-uniennes, se sont attelées à mettre en avant certaines périodes de l'histoire plutôt que d'autres. La série Call of Duty a, de fait, pendant longtemps été tournée vers la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi, me direz-vous? Cela permettait, outre l'intérêt que cet événement suscite, de mettre en valeur les soldats américains, s'imposant comme seul rempart face au nazisme et se taillant la réputation de sauveurs de l'humanité. Et on peut dire que, tout comme l'utilisation d'autres médias pour faire valoir cette opinion l'a déjà montré auparavant, cela fonctionne plutôt bien. Et oui, on peut ici parler à juste titre de propagande. Le jeu réécrit totalement l'histoire, il donne une vision biaisée de l'histoire, etc. Ce qui est pas faux, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, pourquoi ces développeurs-là, à ce moment-là, ont fait le choix de modifier cette histoire. Vous pouvez me dire que j'exagère, que les jeux vidéo ont avant tout pour but de divertir et non d'instrumentaliser les représentations du monde chez les joueurs. Et à cela, je répondrai, connaissez-vous America Army ? Développé en 2002, ni plus ni moins que par les forces armées américaines, ce FPS multijoueur vous met dans la peau d'un soldat de l'US Army qui peut faire partie d'une équipe d'assaut ou de défense afin de combattre à l'étranger sur des cartes variées. Maintes fois mis à jour jusqu'en 2013, le jeu a bénéficié d'un financement de l'ordre de 7 millions de dollars de la part du gouvernement américain pour être édité par Ubisoft sur PC et sur console. Bien entendu, la polémique a éclaté presque immédiatement après sa sortie en raison de dénonciations d'une propagande active de la part des forces américaines. Le but affiché étant de redorer l'image de ces dernières, surtout après des conflits comme l'Afghanistan ou l'Irak, afin de recruter de futurs soldats par le biais du jeu vidéo. Ainsi, les djihadistes sont constamment mis en valeur face à des ennemis étrangers que l'on doit éliminer méthodiquement. Cette idée de publicité étant renforcée par le fait que, durant 20 ans, le jeu a été entièrement gratuit. Je dis 20 ans parce qu'il a été retiré en 2022 sous la pression des critiques et tout simplement du manque de joueurs. Et c'est un bel exemple d'instrumentalisation idéologique du média vidéoludique. Certes, ce n'est pas dans l'optique d'appeler à la haine, mais malheureusement, d'autres jeux moins connus sont allés beaucoup plus loin. Ainsi, Ethnic Cleansing, développé par un groupe appartenant à l'Alliance Nationale, une organisation néo-nazie et suprémaciste blanche, vous permet d'incarner au choix un skinhead ou un membre du Ku Klux Klan. Le but, tuer un maximum d'Afro-Américains, de Mexicains et de Juifs. Comment gagner le jeu? Éliminer Ariel Sharon, considéré comme le chef du complot sioniste qui vise la domination mondiale. Bien sûr, c'est un exemple extrême et de toute manière peu connu, donc qui n'aura pas eu l'occasion d'endoctriner grand monde. Mais gardons à l'esprit que ce genre de manipulation politique peut s'inviter dans le jeu vidéo. Il n'y a qu'à voir le récent scandale autour du jeu AAA chinois Black Myth. Des streamers ont été autorisés à tester le jeu en live, à condition qu'ils n'évoquent pas certains sujets. Lesquels, me direz-vous? La politique et les actualités autour de la Chine, la gestion du Covid-19 par le gouvernement de Xi Jinping, sans oublier la propagande féministe. En résumé, faites attention lorsque vous jouez au message que le jeu véhicule et à qui il profite. Pour conclure, on peut dire que, comme tout art touchant le grand public, le jeu vidéo n'échappe pas aux polémiques qui remettent en question certaines manières de fonctionner au sein de cette industrie. Si certaines semblent toutefois justifiées, par exemple dénoncer les conditions de travail des développeurs, la triche dans le secteur compétitif, ou encore mettre en lumière les récupérations politiques que cette industrie peut subir, d'autres sont le fruit davantage de clichés qui viennent ternir l'image du jeu vidéo. Il convient de les combattre. Et c'est à vous, joueurs, de ne pas fermer les yeux sur des problématiques profondes tout en vous battant pour que votre passion soit reconnue. A bientôt pour de nouvelles vidéos.